Juste un petit mot pour cette première diapo, pour vous remercier d'être présent. Alors, j'ai pas sorti le comptage. Si, 31, pour l'instant, nous sommes 31, ce qui est un bon début. Euh, donc, merci d'être là. C'est très intéressant pour nous. On est très touchés. Quand je dis nous, c'est Fatma, Christelle, Lauriane et moi. Et puis, merci évidemment à Bernadette. Euh, on travaille sur la préparation de ces webinaires, de cette série, depuis quelques semaines. Et je vais en profiter aux personnes qui ne parlent pas de bien vouloir couper leur micro, leur demander de bien vouloir couper leur micro. Voilà. Donc, je n'en dis pas beaucoup plus, si ce n'est que c'est une série dans laquelle, grâce à un certain nombre de grands noms de la francophonie, de la pédagogie en francophonie et au-delà, nous remercions, dont Bernadette Charlier, qui va aujourd'hui nous apporter un éclairage sur cette question des modalités d'enseignement à distance ou hybride, qui va nous apporter un éclairage avec un focus plus sur les activités. Qu'est-ce qu'on peut faire à distance aux étudiants? Fatma, je te laisse peut-être nous accompagner dans la découverte du sujet ou... Ok, ben, merci Franck pour cette présentation. Donc, pourquoi ce sujet-là aujourd'hui dans ce premier webinaire de la saison? En effet, la crise sanitaire de 2020 a conduit le monde de l'enseignement supérieur à adapter dans l'urgence, voire à réinventer des modalités d'enseignement. Durant le confinement, le premier confinement, beaucoup d'enseignants ont fait preuve d'un engagement professionnel et affectif important. Beaucoup d'entre eux n'avaient pas l'habitude de travailler en ligne et n'étaient pas préparés à l'enseignement à distance. Des évaluations ont été faites à l'issue de cette première période et ont révélé que cette mission de continuité pédagogique a été bien assurée, mais elle a révélé également beaucoup de problématiques liées notamment aux problèmes de scénarisation, de la gestion de la classe, de l'engagement des étudiants et des modalités d'évaluation. En fait, cette réingénierie s'est accompagnée d'un développement d'un jargon pédagogique plus ou moins clair pour les acteurs pédagogiques. Donc, les objectifs de notre premier webinaire seront de clarifier le vocabulaire, ce vocabulaire utilisé pour définir l'enseignement à distance ou hybride, d'analyser les opportunités et les risques relatifs aux différentes modalités d'enseignement à distance ou hybride, et d'identifier les questions à vous poser pour mettre en œuvre la modalité choisie en veillant à préserver la charge de travail enseignants et étudiants. Alors, qu'est-ce qu'un webinaire participatif? Je pense que vous avez tous entendu parler ou déjà assisté ou participé à des webinaires classiques. Dans des webinaires classiques où il y a peu d'échanges, quand les participants sont peu sollicités. Ce webinaire sont composés de moments de débat entre souvent l'animateur et un expert ou un invité. Par contre, pour un webinaire participatif, les participants sont sollicités avec des moments de débat, des moments de sondage et d'échange avec tous les participants. Nous assistons donc dans cette saison à des webinaires où on aura à chaque fois un échange avec un expert de sciences de l'éducation et des web rendez-vous sous forme de retour d'expérience avec des enseignants pratiquant l'enseignement hybride et des ingénieurs en technopédagogie. Alors, comme Franck venait de l'annoncer, notre invité, qu'on remercie encore une fois d'accepter notre invitation, c'est Bernadette Charlier, doyenne de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'Université de Fribourg en Suisse. Son domaine de recherche en sciences de l'éducation porte principalement sur la formation des adultes, la technologie de l'éducation et la pédagogie universitaire. Donc, elle va nous apporter un éclairage sur cette question de la mise en activité des étudiants dans un enseignement hybride ou à distance.
Donc, avec Bernadette Charlier, l'animation de ce webinaire sera partagée entre des conseillers et ingénieurs pédagogiques appartenant au réseau PONSRA, réseau des conseillers pédagogiques de la région d'Auvergne-Rhône-Alpes, et que je commence par Franck Bertuca qui va se présenter. Oui, Franck Bertuca, j'appartiens à l'Université catholique de Lyon et où je tiens en partie une petite moitié de mon temps le rôle de conseiller pédagogique. Pour le reste, je m'occupe de qualité de la pédagogie dans une école de management, celle de la Cato, l'ESDES. Et Christelle? J'ai pour mission d'accompagner les enseignants et les équipes pédagogiques pour leur pratique pédagogique et aussi une mission autour de l'évaluation de la qualité de l'enseignement dans l'école. Merci. Voici Et Fatma. moi-même, donc Fatma Saïtouami, je suis à la fois chercheur en sciences de l'éducation dans le laboratoire ADEFT Aix-Marseille Université et conseillère pédagogique à l'équipe Patena à l'INSA Lyon. Et Lauriane? C'est moi, Lauriane Pirodon. Je travaille avec Franck Bertuca au sein de l'équipe KPA à l'Université catholique de Lyon et suis donc ingénieure pédagogique et je travaille notamment sur les questions du numérique et le développement des compétences numériques des enseignants de l'Université catholique de Lyon. Alors, notre programme, et puis après on s'arrêtera de parler, on vous laissera la parole et puis à Bernadette. Donc, au programme, en fait, sur ce sujet, on s'est dit qu'on allait le découper en 3 grandes parties. C'est très simple. La première, c'est de quoi on parle, avec l'idée de s'accorder sur les termes. Qu'est-ce que c'est que synchrone, asynchrone? Enfin, je prends des exemples qui sont peut-être pas très parlants, mais voilà. Donc, de quoi on parle. Ensuite, comment est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'adapter, pour utiliser, quelles sont les modalités qui sont à notre disposition dans ces circonstances particulières, avec les risques aussi. Et puis, comment on peut faire? Comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre les modalités qu'on a choisies? Voilà. Donc, c'est assez simple, mais on va prendre grosso modo une demi-heure à peu près, hein, une demi-heure pour chacune de ces parties. Franck, je voudrais juste ajouter que pendant tout le webinaire, vous pouvez nous contacter par le chat et moi, je veillerai à ce que les questions qui sont posées par chat soient relayées au niveau de l'animation. N'hésitez pas donc à utiliser le chat, même pendant les interactions. Merci, Christelle. Alors, justement, on parle d'interaction. On vous a posé la question au moment de l'inscription. On vous a demandé si vous vouliez bien répondre à 2 questions que Lauriane va nous rappeler. Merci. Si vous deviez définir brièvement avec vos propres mots un enseignement à distance ou hybride, que diriez-vous? D'une part. Et deuxième partie de la question, vous auto-positionnez grâce au travail de recherche iSup, sur les différentes modalités. Et donc, nous vous proposons maintenant de découvrir les réponses que vous avez faites à ces questions. Et évidemment, toujours possibilité de poser vos questions par chat. Je coupe. Alors, merci. Première étape, nuage de mots pour vos réponses. En fait, nous avons traduit vos réponses en mots-clés pour éviter d'avoir des tas de petits mots, des articles et des verbes qui n'auraient pas ajouté d'informations intéressantes. L'idée ici, c'est de montrer qu'effectivement, avec la distance, les interactions prennent une grande importance. On va parler de différentes modalités. On va dire aussi l'importance des technologies, l'importance du lien avec comment est-ce qu'on développe le savoir, comment est-ce qu'on fait acquérir des connaissances. Il y a le mot transmissif qui se promène aussi. Voilà. Donc, l'idée, c'est que vous voyez ici ce qui apparaît comme fort, hein, interaction, distance, présence, hybridation, différentes modalités. Et puis nous avons mis en avant 2 citations, des verbatims. L'enseignement à distance correspond pour moi à de l'enseignement en classe virtuelle. Et c'est vrai qu'on a tous sauté, on est nombreux à avoir sauté à pieds joints
dans l'apprentissage de l'animation par l'intermédiaire de classes virtuelles. Et puis un deuxième verbatim, un enseignement où il est d'autant plus nécessaire de veiller à l'interaction entre formateurs et étudiants. Évidemment, je crois que nous avons tous été confrontés à cette nécessité de l'attention à la qualité des interactions, à l'importance que prenait tout d'un coup l'évidence que prenaient les interactions dans ces situations particulières. Merci. Il y avait aussi, deuxième question, votre positionnement. Alors là, je ne vais pas rentrer, j'avais prévu de rentrer un petit peu dans le détail pour dire ce que c'était que l'écran, le gîte, l'équipage, le métro, l'écosystème. D'ailleurs, il manque la première modalité. En fait, juste un mot pour dire que cette recherche iSup, qui est passionnante, a montré qu'il y avait des types de dispositifs qu'on pouvait organisés, montrés en différentes modalités et qui sont, si vous voulez, découpés en deux grandes parties. Il y en a peut-être 3 qui sont plus centrés sur les enseignements et 3 qui sont peut-être plus centrés sur les apprentissages. Et c'est une sorte de continuum comme ça, où on partirait de la première modalité, qui est la scène, et où on irait vers la plus aboutie, entre guillemets, si on peut porter un tel jugement, qui serait l'écosystème. Mais je n'en dis pas plus, parce que j'ai vu que Bernadette avait prévu de nous en parler, et je pense qu'elle le fera beaucoup mieux que moi, étant un des chercheurs, une des chercheuses qui a travaillé sur iSup. Alors, de quoi y a-t-il besoin qu'on clarifie, qu'on prenne tout de suite une question, une réaction? C'est se fait par le chat. Et donc, je me tourne vers Christelle. Pour l'instant, pas de questions par chat. Ah, iSup, quelqu'un pose la question, c'est quoi? Ah ah. Donc ça, c'est Bernadette qui va nous en dire un peu plus. Pas de souci. Mais une autre question toujours sur iSup. Bon, on va charger Bernadette de donner une réponse à cette question. Je pense que maintenant qu'il est moins le quart déjà, nous pouvons peut-être lui laisser la parole pour entrer dans On va lancer l'introduction du sujet. Oui, exact. Alors, donc première partie, on a dit de quoi parle-t-on? Et notre première idée, c'est de chercher à clarifier, qu'on se mette d'accord sur les mots qu'on emploie et qu'est-ce que ça veut dire enseigner à distance, qu'est-ce que ça veut dire un enseignement hybride, etc. Alors pour ça, nous avons une petite question à vous poser. Et c'est Lauriane qui parle. Tout à fait. Alors, pour vous poser une petite question et centraliser les réponses, on vous propose de tester un outil qui s'appelle WooClap, qui est assez utilisé en fait dans les universités pour récolter les réponses des participants et avoir une forme d'équité, c'est-à-dire que tout le monde peut répondre et c'est centralisé et enregistré dans l'application qui nous permet d'avoir des résultats très rapidement en synchrone. Du coup, on vous propose de jouer le jeu en prenant ou votre smartphone, si vous en avez un, ou d'ouvrir une nouvelle fenêtre de votre navigateur Internet. Donc, on vous laisse quelques secondes pour vous saisir de vos outils de participation active. Et sur votre smartphone ou dans votre nouvelle fenêtre de navigateur Internet, je vous invite à écrire WooClap dans votre moteur de recherche. Vous devriez avoir quelque chose qui ressemble du coup à ceci, surtout si vous utilisez Google. Vous pouvez cliquer sur le premier lien et vous devriez arriver sur cette adresse wooclap.com. Lorsque vous êtes sur WooClap, le site internet ressemble à ceci. Et ce qui nous intéresse, c'est vraiment la première barre bleue qui se trouve en haut de votre fenêtre. On vous propose de rentrer le code d'un événement. Donc, sans plus de clics ou de navigation, vous avez simplement à rentrer le code de cet événement
qui est le code INBEQR. Et l'appareil nous tutoie. Je vous laisse y aller. Voilà. Et je vais de mon côté lancer cet écran. Je vois qu'il y a déjà 25 personnes qui sont connectées. Super, merci. On va attendre un petit peu car je vois que dans la visioconférence, on est 36 participants. Du coup, j'attends un petit peu. Et s'il y a des personnes qui ne souhaitent pas se connecter ou ne souhaitent pas participer, n'hésitez pas à mettre un petit mot dans le chat, histoire qu'on n'attende pas la conversation indéfiniment. Alors, si tu peux répéter le code, Lauriane. Alors, le code, ouais. Ouais. Hop, je vous redonne le code. Il apparaît ici, INBEQR. Alors, on nous demande si WooClap est gratuit. Donc, oui, il y a une version gratuite, mais qui est limitée à 2 questions. Il y a une version gratuite. Voilà. Et après, il faut payer si on veut pouvoir avoir plus de questions dans son événement, mais par contre, ce n'est pas limité en nombre de participants. Du coup, je vois qu'on est 32 participants, sachant qu'on est 4 ou 5 présentateurs. Je ne sais pas si Christelle, Fatma, Bernadette et Franck, vous êtes connectés et si je dois vous attendre ou pas. Non, c'est bon. Je me suis connecté. Ok, moi, je me suis connectée aussi. Ok. Bon, écoutez, je pense... Alors, s'il y a une dernière personne qui n'arrive pas à se connecter, n'hésitez pas du coup à faire signe dans le chat. Je vais lancer du coup pour les 32 connectés. Super, ça marche. Vous arrivez sur une première question. Pour vous, enseigner à distance est un choix personnel, un choix d'équipe, une contrainte institutionnelle ou une obligation réglementaire? Je vous invite à répondre. Je vois le nombre de participants qui augmente. Et lorsque tout le monde aura répondu, nous pourrons révéler du coup les commentaires, enfin les résultats. Et je laisserai l'équipe commenter. Un problème, une personne qui n'arrive pas à dire que ça ne marche pas au clap. Alors, c'est quoi qui ne marche pas? Je vais... Hop. Peut-être relancer WooClap et remettre le code? Essayez avec en cliquant ici, bon, j'ai pas de réponse. En copiant-collant cette adresse dans le chat. Peut-être par le chat. Pour ceux qui ont commencé à voter, oui, j'ai copié l'adresse dans le chat, Christelle. Ouais, c'est ce que j'ai mis dans le chat, normalement. Super, merci. Pour les autres, n'oubliez pas de cliquer sur « Envoyer » du coup, pour bien enregistrer votre réponse. Vous pouvez la modifier avant d'envoyer. Donc, on a 28 réponses sur 34, super. Ok, plus que 3 participants. D'intenses réflexions apparemment ont lieu avant de répondre. Alors, juste en précision technique, on vous demande de ne pas fermer la fenêtre ou l'onglet ou de ne pas sortir en fait de l'écran que vous avez actuellement, même quand on aura fini de commenter cet écran et qu'on reviendra sur le PowerPoint, tout simplement parce qu'on va se reconnecter en fait pour faire d'autres questions. Et si vous ne vous déconnectez pas, normalement, vous accéderez librement aux questions suivantes. Oui, ce que j'ai compris d'ailleurs, c'est que quand toi, tu lances sur WooClap la nouvelle question, elle apparaît sur nos écrans à distance. C'est ça. C'est ça. François dans le chat qui dit « On est moins rapide que nos étudiants ». Pas de souci, on vous attend. Fanny, je vois que dans la version gratuite, le nombre de questions est limité à 2. Oui. Les institutions partenaires, UCLI par exemple, ont-elles des abonnements à destination des enseignants, leur permettant de proposer des questionnaires plus étoffés?
Alors, pour vous répondre pour l'UCLI, justement, Fanny, actuellement, nous, on n'aura pas en fait de partenariat c'est plutôt des contrats en fait, des contrats qu'on aurait avec WooClap, car aujourd'hui, l'usage majoritaire, c'est pour faire des QCM ou des sondages. Et il y a des outils gratuits en fait qui existent et qui sont tout à fait performants. Et qui permettent de faire cela. Donc pour l'instant, on va partir plutôt sur d'autres types de solutions comme Vvox, dont vous allez bientôt entendre parler à l'UCLI. Et WooClap, pas encore. C'est des choses qu'on étudie, mais effectivement, en termes de tarifs, en fait, on arrive sur des prix assez élevés pour avoir la licence complète finalement. Ils ont un énorme écart entre la version gratuite et la version payante. Par contre, oui. Oui, je suggère qu'on avance parce que... Oui. Du coup, il restera 2 personnes. Je prendrai les réponses après dans le chat, pas de souci. J'affiche les résultats. Je crois que c'était Fatma. Juste, je signale que pour l'INSA, pour les gens de l'INSA, on a maintenant la licence illimitée de WooClap à disposition des enseignants. Ok. Pour les 2 personnes qui n'ont pas encore répondu, du coup, je vous invite à le faire en cours de route si vous pouvez. En attendant, j'affiche les résultats. Ok. Donc, on a à 53% une obligation réglementaire. Et on comprend bien Je laisse, que... Oui, pour moi, c'est notre position d'enseignant qui fait que nous suivons les instructions qui nous sont données par nos institutions. Et donc, ça expliquerait les 41% de contraintes et les 53% d'obligations réglementaires. Bon, voilà pour le commentaire qui me vient immédiatement. Je suggère que je reprends sur le support? Oui. Ok. Pour compléter cette question-là qu'on vous a proposée, c'était aussi une question prétexte pour prendre en main l'outil. On n'a pas fait une question en jeu là-dessus. Eh bien, il est temps. On donne la parole. Il est temps que. Merci, Lauriane. Il est temps que notre attente. Vous voyez, on a fait monter la pression. Maintenant, tout le monde, on n'en peut plus. Il faut que Bernadette vienne épancher notre soif. Oui, alors volontiers. Donc, le temps est bien contraint. Donc, normalement, j'ai 10 minutes pour clarifier le vocabulaire avec vous. Peut-être quand même, tout d'abord, je suis vraiment très heureuse d'être avec vous cet après-midi. Je pense que je vais aussi apprendre des choses. Simplement, par rapport à la question qui vient d'être posée, bon, c'est assez évident, hein, c'est une obligation pour tout le monde aujourd'hui d'être passé à un enseignement à distance, mais peut-être ça va être intéressant justement de voir la variété de possibles à travers la clarification du vocabulaire. Donc, je propose de passer à la dia suivante. Merci. Donc, voilà, donc, les termes qu'on utilise, donc on est passé à la distance pendant le déconfinement, en tout cas chez nous, mais moi encore moins chez nous, on était surtout en présence, mais dans beaucoup d'universités françaises, on a parlé d'hybridation. Maintenant, on repasse à un enseignement à distance qu'on peut, pour moi, ce qui est intéressant, et je l'ai entendu je crois que c'est dans les remarques de Franck, on utilise, et il y a beaucoup de jargon qui est venu avec. Alors, le jargon, c'est assez intéressant, c'est un peu comme en linguistique. Je me rends compte que les collègues utilisent des termes ils les utilisent à côté de leur définition, en effet. Et par exemple, les dispositifs hybrides, nous, ça fait presque 20 ans qu'on travaille sur ces questions. Quand je dis 20 ans, non, avec le projet LearnNet, ça fait 30 ans. Évidemment, ça ne correspond pas exactement à la manière dont on utilise souvent hybride maintenant. Donc, mais l'important, ce n'est pas les mots, hein, mais quand même, c'est intéressant qu'on ait un vocabulaire commun. Donc, je vais peut-être passer à la dia suivante. Donc voilà, moi j'ai fait justement pour une autre conférence, je vais faire référence à une dépêche de l'AEF en juin, où ils avaient en fait fait une enquête auprès de 31 universités françaises pour envisager les scénarios de la rentrée. Vous voyez qu'on a les termes présentiel, hybride, distanciel, commodal, mixte, enseignement à distance, et j'ai rajouté formation à distance parce qu'il y a une distinction importante. Au présentiel, je n'y reviens pas, tout le monde sait ce que c'est. Hybride, on va venir à une définition dans une dia suivante. Distanciel, bon, c'est simplement, alors là, comme c'est utilisé ici,
sur la DIA, simplement que des séances organisées à distance, mais ça ne dit rien sur la modalité pédagogique. Attention ici, commodal, c'est aussi technique, ça veut dire qu'on mixe en fait des moyens de diffusion en présence et à distance. Il y a une partie de personnes qui sont dans la salle et l'autre à distance. Et ça ne correspond pas à un modèle pédagogique particulier. Et parfois, des personnes ont aussi utilisé le mot mixte parce qu'ils mélangent en fait une organisation hybride des cours avec une forme de commodalité. Et on va voir ce que ça peut donner. On va voir aussi dans les dias suivantes la distinction entre enseignement à distance et formation à distance, la distinction qu'on peut faire. Si on passe à la dia suivante, bon là c'était un peu une image d'illustration de ce que ça a donné dans nos locaux, éventuellement là dans la salle qui se trouve à Fribourg, là maintenant on ne l'utilise même plus puisqu'on est tous tout à distance, mais là on pouvait faire du commodal, c'est-à-dire qu'il y avait un banc sur deux qui était occupé et puis l'autre, une partie des personnes éventuellement à distance et du matériel plus ou moins efficace pour pouvoir rejoindre les personnes en présence et à distance et animer un cours. On a bien sûr aussi donc cette représentation-là, un petit peu plus, je dirais, tech, avec une publicité de Zoom. On peut passer à la dia suivante. Donc maintenant, on va faire, j'ai mis en gras les termes qu'on va regarder plus en détail, dispositif hybride et formation à distance. On peut passer à la dia suivante. Alors là, on va rester un petit peu plus longtemps sur cette définition qui est la définition qu'on a proposée en 2006 avec Nathalie De Schrijver et Daniel Peraya des dispositifs hybrides. Alors, un dispositif de formation hybride, ou on pourrait dire aussi un cours hybride. Donc, on utilise le terme dispositif là, on n'a pas le temps. Si vous voulez, si vous avez des questions, je vous dirai pourquoi on utilise ce mot-là. Mais un dispositif de formation hybride se caractérise par la présence dans un dispositif de formation de dimensions innovantes liées à la mise à distance. Alors, on va voir que ces dimensions innovantes, donc on introduit dans un cours, sont, on va dire, de 3 ordres. Pour un dispositif de formation hybride, je vous ai dit tantôt, ça fait 30 ans qu'on travaille là-dessus. Ça veut dire qu'on imagine des activités pour les étudiants en présence, donc sur site, et des activités à distance. Donc, c'est l'articulation d'activités en présence et à distance. Ça, c'est une première dimension. Deuxième dimension, on va travailler sur l'accompagnement et différentes formes d'accompagnement. On va y venir dans une DA suivante. Et troisième dimension qui caractérise le dispositif hybride, c'est le fait d'utiliser un environnement technopédagogique, par exemple comme Moodle ou une autre plateforme. Il y a 30 ans, on le faisait déjà. Et on donne une précision supplémentaire. Le dispositif hybride, parce qu'il suppose l'utilisation d'un environnement technopédagogique, donc par exemple Moodle ou un autre Learning Management System, repose sur des formes complexes de médiatisation et de médiation. On va y venir sur la dia suivante. On peut passer à la dia suivante. Pourquoi est-ce que je dis qu'on va y venir? Parce qu'en fait, on m'a demandé tout à l'heure, qu'est-ce que c'est iSup? En fait, c'est un projet qu'on a élaboré justement avec Nathalie et Daniel. Et après, d'autres partenaires sont venus, et notamment le partenaire de Lyon, pour monter un projet européen dans le cadre Erasmus. Et en fait, iSup, c'était hybride ou dispositif hybride pour l'enseignement supérieur. Il faut trouver toujours un acronyme pour nos fameux projets. Et donc, un jour d'enthousiasme, on a trouvé cet acronyme-là. Alors, en fait, on avait notre définition de 2006, vous vous rappelez? Et on avait au fond, avec Daniel et Nathalie, parce qu'on avait déjà beaucoup d'expériences des dispositifs et de différents cas, on avait l'impression qu'on avait des impacts très positifs sur l'apprentissage des étudiants du fait de certains types de scénarios, donc d'une manière d'organiser nos enseignements. Par exemple, Daniel Peraya était à Genève avec le TECFA et moi à Fribourg avec mon dispositif didactique. On obtenait le même type d'effet sur l'apprentissage des étudiants, mais nous, ce qui nous intéressait quelque part, c'est de trouver la formule, un petit peu comme en cuisine, il faudrait la recette. C'est quoi qui fait? On ne pensait pas du tout que c'était nous.
on pensait que c'était le learning design ou la conception pédagogique de nos dispositifs. Et en fait, on l'a prouvé dans iSup avec justement nos partenaires. On avait aussi des gens très compétents au niveau statistique. On a pu faire une enquête auprès de 200 dispositifs et on a identifié par une analyse factorielle 14 facteurs qui permettent de distinguer et après de faire des analyses en cluster, de distinguer les types de dispositifs à partir de notre définition théorique. Donc, on avait la participation active en présence, la participation active à distance et un degré en fait de participation plus ou moins important qui va nous permettre de distinguer les types entre eux. Par exemple, la scène de l'écosystème, hein, la scène est très, très bas pour les activités à distance. L'écosystème, il est à fond sur je dirais, les deux axes. Après, on a aussi toutes les formes d'accompagnement, l'accompagnement par les étudiants, donc les étudiants qui s'accompagnent entre eux, l'accompagnement métacognitif, où on aide les étudiants à apprendre, l'accompagnement méthodologique sur comment on s'y prend pour organiser aussi, donc c'est un peu proche, mais plus méthodologique, plus disciplinaire. Et donc ça, c'est les formes d'accompagnement qui sont ressorties. Et puis, il y a aussi toutes les formes de médiatisation, donc les outils qu'on utilise dans la plateforme, par exemple des outils d'aide à l'apprentissage, de guidance, par exemple d'activités à réaliser et l'ordre des activités, des outils de gestion de communication et d'interaction comme le chat, comme le wiki, comme les forums, des ressources sous forme multimédia, donc des présentations, des petites vidéos par exemple, des travaux sous forme multimédia où on demande aux étudiants de faire eux-mêmes des travaux et des expressions sous forme multimédia, des outils de communication synchrone ou comme on l'utilise aujourd'hui avec Zoom ou d'autres moyens, et aussi de donner la possibilité aux étudiants de commenter, c'est aussi une forme de médiatisation active, de commenter, d'annoter les documents des autres ou les documents de l'enseignant. Les formes de médiation, vous me direz, c'est quoi? Mais c'est le type d'objectif qu'on poursuit. Et là, on a vu qu'il y avait un type d'objectif qui permettait de différencier les dispositifs les uns des autres. C'est les objectifs réflexifs et relationnels, c'est-à-dire apprendre aux étudiants à réfléchir sur eux-mêmes et aussi sur leur relation aux autres. Et puis, une dernière dimension importante, c'est l'ouverture. Qui distingue aussi les dispositifs les uns des autres, avec un recours aux ressources et aux acteurs externes et la liberté de choix de méthode pédagogique qui est laissée aux étudiants. On peut peut-être passer à la dia suivante. Puis à partir de là, je vous ai dit, vous avez parlé de cluster, ben vous voyez sur les DIA les taches bleues où on voit que les axes sont plus ou moins, comment dire, importants selon le type de dispositif, l'écran que certains ont choisi, hein, ici où on a quand même une importance accordée à la mise à disposition de ressources multimédia, et l'écosystème où là, en fait, on est à fond, je dirais un petit peu comme si on était à fond sur l'autoroute. On a tous les vecteurs, toutes les axes qui sont présents pour caractériser notre dispositif. On peut peut-être passer juste à la dia suivante. Donc là, vous voyez l'ensemble des types qui sont décrits. On a utilisé des métaphores. Vous avez peut-être demandé pourquoi ça vous a peut-être un peu énervé d'ailleurs parce que vous dites mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on a essayé de trouver une image qui représente le mieux la configuration, hein, qui caractérise le cours. Je vous laisserai le découvrir sur le site iSup. Si vous avez des questions, on pourra les poser pour essayer de rester dans les temps. Je ne vais pas regarder ma montre, mais je pense que c'est nécessaire de ne pas passer dispositif par dispositif. Par contre, pour reprendre l'explication de Franck tout à l'heure, et elle va être importante, juste revenir à la dia précédente, les trois premiers, la scène, l'écran, le gîte, sont centrés enseignement. Et l'équipage, le métro et l'écosystème sont centrés apprentissage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce qu'on reconnaît comme intention chez l'enseignant, c'est au fond soit vraiment de centrer vraiment sur plutôt la transmission, la qualité de la transmission, le contenu, et pour les centres apprentissage, vraiment centrés sur l'accompagnement de l'apprentissage des étudiants. On peut passer à la dia suivante.
Alors, dernière distinction importante, parce que on utilise beaucoup enseignement à distance et puis beaucoup de gens vont tirer des conclusions par rapport à l'enseignement à distance, alors que ce qu'on fait pour le moment, ce n'est pas de l'enseignement à distance, c'est de la continuité pédagogique. On essaie la plupart du temps de faire, tant bien que mal avec les technologies, ce qu'on fait en présent. C'est de la continuité, un passage à la distance. La formation à distance, et j'ai repris la proposition de France Henry, une amie aussi de longue date, spécialiste en formation à distance, où là, elle nous dit la formation à distance ne s'emploie pas à recopier ce qui se fait en présence. Elle opère selon un système de formation complexe, nécessairement bien rodé, qui vise essentiellement à fournir à l'apprenant un environnement qui offre toutes les ressources et l'accompagnement requis pour réaliser son projet d'apprentissage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la formation à distance, c'est un travail de pro, c'est un travail qui est fait en équipe dans les universités spécialisées en formation à distance. Bien sûr, nous, on peut le faire aussi, mais ça nous va demander beaucoup de travail. On va axer sur 3 axes le travail. Premier axe, analyse des connaissances qu'on va vouloir faire apprendre. Deuxième axe, analyse de la structure pédagogique, des activités pédagogiques qu'on va vouloir faire faire. Et troisième axe, la diffusion. Quels moyens de médiatisation on va utiliser? Et là, on a besoin très souvent d'équipes techniques pour pouvoir le faire. Ça ne s'invente pas, ça s'apprend. Il y a des méthodes. Et effectivement, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va pouvoir le faire. Donc, je vous invite, évidemment, on apprend beaucoup de choses. C'est intéressant ce qu'on vit pour le moment, je crois. Ça peut même être très stimulant. Certains de mes collègues m'ont dit, c'est la première fois que je me sens aussi proche de mes étudiants. J'ai pu quitter mon rôle de prof qui m'avait été imposé quelque part comme si je devais mettre un costume, le costume du prof, vous savez, très haut dans la hiérarchie, etc., où les étudiants n'osaient pas me poser de questions. Maintenant, ils osent me poser des questions à distance, notamment avec les moyens synchrones. Oui, il y a du positif dans l'enseignement à distance, il y a aussi du négatif, mais ce n'est pas encore tout ce qu'on pourrait faire si on fait vraiment de la formation à distance. Je peux peut-être passer à la dia suivante. Et voilà, ça, c'est plutôt les références que j'ai utilisées. J'espère n'avoir pas trop dépassé le timing. Franck, ton micro. Je viens de me rendre compte, pardon. Donc oui, je disais, il est 15h09, bientôt 10, donc ça va. Alors, l'idée maintenant, on parlait de webinaire participatif, c'est de faire en sorte que si vous avez des questions, si vous avez des réactions, si vous avez des remarques à faire, c'est le moment. Et donc, qu'est-ce qu'on a prévu concrètement? Question, Franck, sur le chat. Lauriane, tu pourrais remettre la dia des références, s'il te plaît, pour que les participants puissent les noter si besoin. Voilà, merci. Donc, ça n'empêche pas qu'on puisse lancer le débat. Hein. Ouais, sachant qu'on va envoyer le support. Hein. Oui. Oui. Alors, pardon, Lauriane, maintenant, si tu veux bien avancer, s'il te plaît. Je me souviens plus précisément la technique qu'on a décidé d'utiliser. Oui. Voilà, donc, pour amorcer le débat, l'idée ici, c'est, comme on est déjà tous baignés, on a déjà baigné, Bernadette vient de nous montrer que nous ne faisions pas de l'enseignement à distance. Attends, pardon, votre micro. Vous ne faisiez pas de la formation à distance. Oui, d'accord, pardon, merci. Donc, mais on est quand même dedans, dans une façon, dans du matériel, dans des systèmes synchrones, asynchrones, etc. Donc, quelle modalité vous avez déjà envisagé ou vous souhaiteriez envisager dans vos façons de travailler? Alors, est-ce qu'on peut peut-être préciser ce terme de modalité? Est-ce que, par exemple, vous avez peut-être essayé de vous casser les dents sur la transposition absolue du cours magistral en classe virtuelle?
Vous avez peut-être essayé de vous dire, bah, peut-être que je pourrais couper mon cours magistral en petits morceaux et puis intercaler des moments d'interaction avec des questions, comme on est en train de le faire là. Peut-être que vous avez pensé aussi à mettre en place des systèmes où vos étudiants sont en petits groupes et que vous passez dans les petits groupes dans lesquels ils ont du travail à faire, une production à donner. Voilà, quel genre de modalité vous avez mis en place, vous imaginez vouloir mettre en place dans le cas dans le cadre de cette pandémie. Et donc là, vous pouvez utiliser le chat et dire ce que vous souhaitez dans le chat, si Christelle le libère. Sans problème, Franck. Mais bon, par exemple, j'ai cité, là je me tourne vers Bernadette, j'ai cité des choses que personnellement je fais, c'est-à-dire notamment la mise en groupe, mais il y a peut-être des activités simples à mettre en œuvre qui vous viennent à l'esprit et qui pourraient nous, nous aider à... Je vois qu'il y a plusieurs interventions sur le chat, hein. Je vois le quiz, j'ai vu, alors avant, je n'ai pas vu les autres réponses, mais enfin, je les ai vues, mais ça va un peu vite. Il y a des outils interactifs de type Klaxoon pour associer Oui. les élèves à garder leur attention régulière. Mais par contre, ce serait bien que vous expliquiez un peu ce que c'est Klaxoon, là. Ça peut être intéressant pour tout le monde. Et puis, mettre en place la communication asynchrone, l'utilisation de Google Vidéo pour les devoirs, intercaler des questions. Donc ça, c'est intéressant. Par des Google Forms, j'imagine, pendant le cours, synchrone. Demander aux étudiants de faire des présentations, des quiz. Donc, oui, alors, mais il y a des questions après qui viennent. Ouais. Oui. Alors justement, je retiens, on reviendra vers vous, Antoine, pour vous puissiez nous parler de Klaxoon. Je voudrais juste avoir l'avis de Bernadette sur cette question, sur est-ce qu'on ne peut pas faire à la fois le paradigme de l'enseignement et le paradigme de l'apprentissage? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de Oui, je faire vois les la deux? question de Laurence Dupont, elle est très intéressante. En fait, d'une certaine manière, quand on dit centre apprentissage, ça veut dire qu'on arrive à articuler les deux. Donc, ça veut dire qu'effectivement, si on prend la transmission dans le bon sens du terme, hein, donc dans le sens où vraiment on va être nous, comme profs, des experts, mais aussi des médiateurs de connaissances, où on va donner accès aux étudiants aux ressources, mais aussi, on va dire, aux aspects qui permettent de critiquer ces connaissances. On va stimuler des questions chez eux. Et donc, en fait, en étant centré apprentissage, en fait, c'est comme si on est centré transmission, mais une transmission active qui soutient un apprentissage en profondeur. Et d'ailleurs, il y a une thèse de doctorat, je pourrais retrouver la référence, je ne l'ai pas là, juste là en tête, qui a fait tout un travail pour distinguer justement les learning design ou les scénarios de cours transmissifs, donc de cours vraiment ex cathedra, hein, on dit souvent que ce n'est pas bon. Mais ce n'est pas vrai, parce qu'il y a un type de cours ex cathedra qui est vraiment centré sur l'exposé, la conférence du prof, etc., mais qui, au fond, est fait de manière tellement vivante, avec des moments où on pose des questions aux étudiants, ou même simplement on stimule le questionnement sans qu'eux puissent intervenir, et on suscite quand même un apprentissage de profondeur. On est centré apprentissage. Donc, ce n'est pas la forme externe, c'est vraiment l'intention et le type comment dire, d'activité cognitive et métacognitive qu'on stimule chez les étudiants. Donc, en fait, ce n'est pas l'un ou l'autre, uniquement enseignement. Le risque, c'est qu'il n'y ait pas d'apprentissage pour certains. On verra peut-être des conditions tout à l'heure. Et centré apprentissage, ça veut dire qu'on est aussi centré sur la transmission et sur une bonne qualité de transmission. Voilà une bonne nouvelle.
Franck, il y a une intervention aussi de Jean-Christophe Potra qui explique ce qu'il fait en termes d'enseignement à distance. Donc, on pourrait peut-être lui demander d'en dire un peu plus. Rapidement, parce qu'en fait, j'allais... OK, on y va. S'il a envie d'en parler, parce que Oui, je vois que dans le oui. chat, il a partagé. Hein. Oui, je suis là, vous m'entendez? Oui, Oui. très bien. Oui. Merci. Bonjour, bah oui, écoutez, moi je donne des cours en project management, donc j'ai une dizaine de cours et ce que je dis à mes étudiants, c'est que je considère chaque cours comme un projet et l'ensemble de tous ces projets, c'est un programme. Donc moi je positionne en tant que programme manager, je les mets dans la situation, leur demandant à chaque fois d'avoir un binôme, un project manager et un timekeeper. Je leur donne le déroulé du cours et je demande au project manager de driver l'ensemble du cours et de me faire intervenir. Donc, je renverse la tendance, en fait. Et comme ça se prête bien, c'est du project management. Donc, c'est à eux de faire la gestion du cours et de gérer le temps et de me faire intervenir pour délivrer du contenu en fonction de ce qui avait été prédéfini. Donc, je joue à plusieurs niveaux logiques, en quelque sorte. Voilà, c'est tout. Je fais court, donc ça va comme ça? Très bien. Merci beaucoup. Je voulais donner la parole à Antoine, juste peut-être un mot sur la façon dont vous utilisez Klaxoon. Différent en fait, qui ont la redevance. Alors, vous m'entendez? Oui. Écoutez, alors moi j'ai pas une grande expérience je donne pas beaucoup de cours, hein. J'interviens dans certains cours, mais dans les formations que je peux faire, effectivement, j'utilise cet outil. Parce qu'il est ludique. Après, je l'ai pas encore utilisé avec des élèves à distance, hein. Mais l'idée, c'est que c'est un outil, mais peut-être que WooClap fait la même chose, hein, je le connais pas. Permet de faire notamment des quiz, des sondages, mais aussi un outil intéressant de brainstorming. On peut poser des questions à des étudiants, ranger leurs différentes idées, leurs différentes contributions, les classer par thème, les classer par tout ce qu'on veut et les partager en fait après. C'est un outil autant de restitution que de travail. Donc l'idée aussi pour moi, c'est que si jamais on a des étudiants parce que pour le coup, moi, je ne suis pas professeur du tout, mais je suppose que si on a 30 élèves dont les caméras sont éteintes aussi, il y a le besoin de savoir ce qu'ils soient vraiment derrière leur écran et de les faire participer un peu. Mais bien sûr, autant sur le côté pédagogique, ludique, que sur le côté, est-ce qu'il y a bien quelqu'un derrière son écran aussi, quoi. Oui, quelqu'un avec un cerveau, si possible. Je vois Hervé aussi, vous utilisez Klaxoon et autre chose, c'est ça? Si tu veux nous faire un retour. Oui. Moi, j'ai utilisé Klaxoon en projet. C'est la tuteur de gestion de projet qu'il a utilisé pour faire connaissance avec les élèves. C'est-à-dire qu'elle demandait de poser c'est un système de post-it, moi j'ai vu ça, où elle demandait à chaque élève de d'énoncer une qualité et puis un centre d'intérêt. Donc ça permet de plus rapidement faire connaissance avec les élèves. Moi j'ai vécu comme ça, quand on l'a juste utilisé une demi-heure, hein, c'est tout. D'accord. Mais j'ai bien aimé, ouais. Merci. Et pour les sondages, tu utilises WooClap? Pour les sondages, non. Les sondages, moi en présentiel, je me méfie un peu parce que quand on dit aux élèves de prendre leur portable, leur téléphone, moi j'hésite un peu, quoi, parce que j'aime pas trop qu'ils utilisent leur téléphone. Donc par contre, à distance, ça peut aider, quoi, de toute façon. Ok. Excusez-moi, je voudrais attirer l'attention sur le témoignage de Marine, parce qu'il est intéressant, parce qu'elle parle d'alternance dans une journée de présentation par le prof, temps personnel pour les étudiants, pour approfondir par des lectures, travaux de groupe avec Zoom. En fait, c'est une forme de dispositif hybride. Moi, je trouve, c'est peut-être intéressant si on a le temps qu'elle nous en parle un peu. Marine, s'il vous plaît, vous serez la dernière intervention sur ce chapitre. Juste 2 minutes. Donc moi, je suis, j'accompagne le CIDAL. Donc je ne suis pas professeur, mais j'ai assisté à des cours. Donc ce sont des groupes c'était dans le cadre du premier confinement où c'était que des étudiants étrangers qui étaient enfermés dans les chambres universitaires. Et donc la professeure qui faisait une séance de 15 jours de suite sur un thème, sur un module, et c'est un enseignement qui est normalement très interactif, commençait par une présentation pendant 1 heure. Donc c'était avec LifeSize, il n'y avait pas du tout d'outils complets. Enfin, c'était pas plus que la vidéo, hein. Mais avec un tour de table d'abord pour être sûr que tout le monde était bien là et était sécure, en fait, parce que c'était quand même le stress à ce moment-là. Une présentation du sujet pendant 1 heure, 1 heure et demie. Dans Moodle, ils avaient posté des références, des documents et des choses à étudier. Après, l'après-midi, il y avait donc du coup, il y avait un décrochage de la vidéo parce que pour que ça ne soit pas trop long.
L'après-midi, il y avait des petits travaux de groupe avec différents groupes life size où ils répondaient à une question ou un sujet. Et après, tout le monde se retrouvait dans la salle et chaque groupe présentait son sujet. Et c'est quelque chose, les étudiants au départ étaient très réticents de passer à distance, ils avaient très peur. Et en fait, après, les sondages ont été, les étudiants ont bien apprécié, entre autres, et tout était filmé, entre autres de pouvoir revenir sur les documents et sur le cours qui était dans Moodle pour pouvoir faire à leur rythme. Et ça, je pense que c'était quelque chose de vraiment qu'on n'avait pas anticipé. Ils ont pu revoir des choses et plus approfondir, et des étudiants qui étaient peu présents en cours en face à face, on va dire, qui avaient perdu, ont bien investi et ça a été très, très, très utile. Super. Merci Marine. Peut-être une réaction, un commentaire, Bernadette, et puis on poursuit. Oui, je trouve ça vraiment un bel exemple parce que ça me faisait penser, bon, ce serait à vérifier, hein, mais vraiment à un dispositif soit de type métro ou de type équipage, vraiment centré apprentissage. Et vous verrez tout à l'heure quand je vous parlerai du comment, donc quelles activités choisir en présence et à distance. On va retrouver des idées d'activités que Marine a présentées qui peuvent vraiment, au fond, être des activités qui suscitent un apprentissage actif chez les étudiants en apprentissage en profondeur. Donc, c'est un tout bel exemple. Merci beaucoup. Merci. Alors, eh bien, je pense que nous allons pouvoir passer à la diapositive suivante. Merci Lauriane. Alors, deuxième étape de ce parcours, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut choisir comme modalité? Quelles sont les opportunités, les risques que ces changements entraînent en termes de pédagogie? Donc, même chose, vous revenez à votre effectivement, smartphone. on va revenir sur l'écran que vous avez pu ouvert pour WooClap. Donc, je rappelle pour ceux qui n'avaient pas pu le faire au premier round, on cherche WooClap dans son navigateur Internet, donc ou sur smartphone ou sur une nouvelle fenêtre de votre navigateur. Et le code est le même que vous rentrez et qui est INBEQR. Je reviens ici, donc ça c'est simplement l'affichage de la question précédente. Je vois qu'il y a toujours 32 connectés, donc je lance la question suivante qui devrait apparaître maintenant sur vos écrans. Alors là, c'est un peu plus difficile, hein. Ça prend un peu plus de Ça temps. prend un peu plus de temps. Ouais. Pendant ce temps-là, il y a une question là sur le chat qui demande s'il y a des comparatifs entre les différents outils de plateforme, Teams, Zoom, Webex, Meet et d'autres. Pas tellement. Et puis, moi, j'ai fait la mienne à force d'heures de travail et de recherche. Et malheureusement, en plus, c'est des fonctionnalités qui sont sous le feu des projecteurs depuis le premier confinement et qui, du coup, sont en perpétuel développement. C'est-à-dire qu'il y a des outils sur ces outils, des fonctionnalités ou des possibilités qui, d'une semaine à l'autre, en fait, vont évoluer. Il y a des choses nouvelles qui vont apparaître. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'il est délicat de faire un tableau comparatif en ce moment. C'est parce que la vitesse d'évolution est trop rapide, en fait. Donc, avoir une vision globale, déjà rapidement en allant sur les sites internet des outils, très rapidement, ils sont quand même assez forts pour mettre en avant leurs principaux avantages. Et là où vous gagnez le plus de temps, c'est quand vous allez consulter tout de suite la page des tarifs, parce qu'ils vous listent les fonctionnalités et ils vous mettent par catégorie de tarifs quelle fonctionnalité est disponible ou pas. Et donc, très rapidement, si vous ouvrez la page tarif de Teams, la page tarif de Zoom, la page tarif de Webex, de Meet, de Klaxoon, de Vevox, tout ça, vous arrivez finalement à avoir presque votre tableau sous les yeux. Super, merci Lauriane. Je t'en prie. Alors, pour l'instant, on a 10 réponses, c'est normal, hein, c'est un peu plus long. Il faut noter chaque proposition sur une échelle de 1 à 4. Si jamais votre réponse refuse l'envoi, c'est qu'il y a une des réponses sur laquelle vous n'avez pas cliqué. C'est-à-dire que même si votre score c'est 1, il faut quand même que vous précisiez que vous voulez mettre 1 sur l'échelle. Et il faut bien répondre aux 10 questions aussi, sinon ça bloque. Oui, sinon on ne peut pas enregistrer la réponse.
Alors là, on ne le voit pas parce que la question, effectivement, demande un petit peu plus de temps, mais il y a une courbe d'apprentissage qui est assez intéressante. En général, on va très vite. Peut-être que la première, la deuxième question, c'est moins évident, mais très vite, on prend l'habitude. Et je dis ça parce que au tout début, moi, j'ai été un petit peu inquiet d'utiliser ces choses nouvelles. Et finalement, au bout de 2, 3 fois, d'abord, première chose, les étudiants sont assez, comment dire, en tout cas avec moi, ils ont été plutôt bon public et aimables, Solidaire. solidaires, c'est ça, Bienveillant. bienveillants, Bienveillant. merci. Je pense qu'ils le sont en général. Et deuxièmement, ils apprécient, donc ils s'y mettent facilement. Bon, 28 sur 34. 28 sur 34. OK. Je donne une 30 dernières secondes pour finaliser les derniers votants et puis je vais afficher les résultats. Alors, à savoir effectivement que la version gratuite de Booklab, pour ceux qui posaient la question tout à l'heure, vous pouvez poser 2 questions par événement. Donc, c'est très limité. Donc, si vous avez peu de phases d'interaction, ça pourra suffire, mais très rapidement, sinon, il faudra passer à une version payante. OK, du coup, pas de nouvelles réponses. Donc, j'affiche les résultats. Et je vous laisse, du coup, commenter. Oui. Bon, ça saute aux yeux, évidemment. Les outils changent. Les interactions aussi. Comment? Interaction étudiant-enseignant aussi, on remarque que… Et les interactions, en effet. De même que l'évaluation, puisque c'est vraiment une des dimensions qui ressort comme étant une source de stress importante. Bon, Bernadette, peut-être un commentaire? Oui, il y a un aspect que j'aurais voulu, mais là, j'aurais besoin d'un commentaire des participants parce que le changement remonter? sur les interactions entre étudiants, ça m'intéresserait de savoir si c'est en plus ou en moins. Lauriane, tu peux remonter nous remontrer la… Parce Oui, que, merci. bon, c'est quand même assez intéressant et assez surprenant. On a interaction étudiant-enseignant, interaction étudiant-étudiant, quand même des changements élevés, mais est-ce que c'est en plus ou en moins? Oui. Alors moi, j'ai mis 4 pour le premier, interaction étudiant-enseignant, et j'ai mis 3 pour le deuxième. Et Oui, je vais mais vous expliquer. est-ce que c'est plus d'interaction ou Oui. moins d'interaction? C'est quel Alors, changement? c'est pas forcément plus ou moins. Oui, Moi, je sais bien. Moi, j'ai pris, non, j'ai pris la question sous la forme est-ce que ça change beaucoup ou pas? Je vois Laurence qui dit sur le chat que pour Quel elle, changement? on perd en qualité d'interaction, donc vraiment en moins, selon Laurence. Moi, j'ai répondu en plus. Moi, j'ai répondu comme si c'était en plus. Vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas tirer de conclusion. C'est plutôt la qualité de l'interaction qui est en moins. Voilà. Oui, mais Pas le d'après nombre. la question que Voilà. vous avez posée, vous ne pouvez pas tirer de conclusion. Non. Certains ont répondu en disant bon, c'est moins bon, d'autres peut-être mieux, on ne sait pas. Donc ça, bon, là, il faudrait le temps aussi d'avoir un débat là-dessus, mais peut-être vous aurez l'occasion dans un autre séminaire, je ne sais pas. Entendu. On voit Marine aussi qui dit que l'interaction entre les étudiants n'est plus naturelle, surtout quand ils ne se connaissent pas. Il faut donc mettre en place des situations pour les faire interagir. On voit clairement que chacun a interprété à sa façon. Il y en a pour qui c'est en plus et d'autres c'est en moins. Oui, Alexandre aussi, ouais. en moins. En effet, D'où merci l'importance de la François. formulation des questions. Oui, François, merci. Évitez les biais. Nous apprenons aussi en marchant. Alors, Bernadette. On revient sur la présentation. Oui, mais en même temps, juste pour terminer sur ceci, je trouve très intéressant en fait, parce que là, on pourrait vraiment faire un débat et on a des observations très différentes par rapport à ce qu'on faisait avant, parce que le changement, c'est toujours par rapport à ce qu'on faisait avant et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc là, vraiment, c'est intéressant. Je pense que c'est un thème
fondamentalement intéressant, c'est cet impact sur les interactions et en fait, c'est sur la présence, hein. Donc la notion de présence à distance, elle existe et donc les interactions sont touchées. Voilà, juste, c'est pour ça que je me suis permis de le noter parce que c'est pas du tout pour critiquer la formulation de la question. À la limite, on aurait pu le faire exprès d'ailleurs, pour susciter une sorte oui, de débat là-dessus, quoi. Il y Bien, a aussi alors, un débat dans le chat sur on est moins efficace à distance, mais un autre dit, ben oui, mais les plus timides à l'oral peuvent plus se révéler à distance. Voilà, il y a des points de voilà, vue, des fois différents sur la exactement. distance. Exactement. Mais justement, on va venir. Donc là, je regarde, hein, j'ai 5 minutes pour parler au fond justement des opportunités et des risques. Donc on peut peut-être passer à la dia suivante. Moi, en fait, je me suis centrée vraiment sur les opportunités des dispositifs centrés apprenants, donc centrés apprentissage, hein, comme ce qu'on a précisé tout à l'heure. On peut passer à la dia suivante. Alors, selon nos travaux et selon nos recherches, si, selon, au fond, le point de vue des enseignants et des étudiants, quand ils reconnaissent notre dispositif, puisqu'il y a une partie des étudiants qui ne reconnaissent pas ce qu'on fait. Si vous voulez, on pourra expliquer. Hein, mais il y a des étudiants qui ne voient pas que le cours est centré apprentissage et donc qui ne tirent pas parti de ce qu'on leur offre, hein, comme ressources, comme activité. Mais s'ils le perçoivent, alors c'est perçu comme ayant plus d'effet sur l'apprentissage. Donc, c'est les 3 types dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et pour les enseignants aussi, plus d'effet sur leur engagement, leur motivation à enseigner, leur plaisir à enseigner. On peut passer à la dia suivante. Selon les recherches qui portent sur les méthodes actives, cette fois-ci, donc centré apprentissage, elles favorisent l'adoption d'une approche d'apprentissage en profondeur. Ça veut dire un traitement par l'étudiant lui-même de l'information qui va lui permettre de retenir l'information, on va dire, et de construire la connaissance à long terme. Ça favorise aussi l'engagement des étudiants, donc leur motivation, leur implication. Mais attention, les effets qu'on observe sur des méthodes actives, ça dépend du learning design, donc de la conception spécifique des dispositifs. Et aussi des caractéristiques individuelles des étudiants, parce qu'il faut que les étudiants, au fond, quelque part, aient un certain nombre de prérequis et soient prêts à entrer dans ces dispositifs. Il y a des risques. Alors, les risques des dispositifs qui sont centrés apprenants, en fait, j'ai repris, je fais référence à un ouvrage qui va paraître et je vous invite vraiment, on l'attend là en librairie. Quand je dis en librairie, ce sont les collègues de l'Université catholique de Louvain qui ont rassemblé toute une série d'idées de cours, un peu comme les exemples on s'est partagés entre nous là tout à l'heure. Centré méthode active, avec toute une partie aussi théorique, ils rappellent les résultats de recherche et ce qu'ils disent, un étudiant actif, oui, mais pas seul. Un accompagnement est toujours nécessaire. Hein. Donc, c'est un peu l'idée complètement fausse de certains modèles pédagogiques, là où on dit, voilà, il faut laisser l'étudiant tout faire, tout découvrir, etc. C'est pas vrai. En tout cas, c'est pas vrai pour une grande majorité d'étudiantes ou d'étudiants. C'est valable pour certains, hein, de nouveau. Ça prend du temps aux enseignantes et aux étudiants, donc il faut faire attention à la charge de travail. Et donc, quand on leur propose des activités, il faut vraiment que ce soit des activités qui soutiennent l'apprentissage. Sinon, à la limite, il vaut mieux pas le faire. Et puis, attention aux transitions. On est en train de travailler dans nos travaux de recherche là-dessus, sur la transition pour le confinement précédent, entre confinement et passage entre, enseignement en présence et enseignement à distance, hein, présence au moment du confinement. Et là, on voit que les transitions brusques qui avaient déjà été étudiées, et je vous ai mis une référence de 98, entre des environnements d'apprentissage peuvent être vraiment destructeurs pour certains étudiants qui ne sont pas prêts à changer de type de dispositif. Donc, on est par exemple dans l'habitude d'un cours ex cathedra classique, passer un enseignement à distance ou d'autres modalités, ils ne sont pas forcément prêts et ça peut vraiment affecter leur régulation, leur motivation. On pourra revenir si vous voulez. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut faire attention à l'alignement entre ce que l'on propose comme méthode aux étudiants et objectifs et au fond, qui ils sont, leur projet d'apprentissage, leur habitude antérieure, leur connaissance des outils, leur représentation de l'apprentissage. Et là, je vous ai cité un article qu'on a fait avec une collègue, Dominique Lagaze, là-dessus. On peut passer à la suivante.
Donc là, je crois qu'on a déjà parlé de ça. Vous m'avez mis la précédente. Et maintenant, ça, ce sont les références. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, c'est très riche, en effet. Alors, on va prendre le même principe, hein, pour échanger un petit peu sur ce dernier propos, des opportunités, des risques. Ce que j'entends, et là je me mets à parler pour vous permettre de commencer à écrire vos questions. Ce que j'entends, c'est principalement dans les opportunités que au-delà, une chose m'a frappé dans ce que vous venez de dire, c'est éviter un petit peu ce qu'on reprochait à une époque à certains qualifiés de pédagogistes, faire de l'activité pour faire de l'activité et sans le relier, et c'est ce que vous avez dit, il faut le relier à des objectifs. C'est pour ça que le point fondamental, c'est l'objectif pédagogique. Je pars de mes objectifs. Je note aussi un deuxième point qui me paraît important, enfin qui m'a frappé dans ce que vous avez dit, c'est jusqu'à maintenant, l'alignement pédagogique, c'était faire attention à ce que les objectifs soient reliés aux méthodes et aux méthodes d'évaluation puis aux méthodes d'enseignement. Et c'est rare d'entendre parler, mais je trouve que c'est une très bonne idée, d'ajouter la dimension étudiant relié au niveau de mes étudiants, relié aux besoins de mes étudiants, relié à qui sont mes étudiants. Et j'ai peut-être noté un troisième point. Et relié aussi aux prérequis de mes étudiants. Oui. Et puis, à leur habitude d'apprentissage. Oui. Ce qu'on a vu dans nos travaux, là, c'est que chez certains, en fait, comment dire, ils reproduisent à distance leur manière d'apprendre en présence. Ils attendent, par exemple, un encadrement important de l'enseignant, alors qu'il n'est plus vraiment possible. Et il y en a vraiment qui ont de grandes difficultés à s'autoréguler parce que la transition est trop rapide. Donc, il faut vraiment un accompagnement à la transition. Donc, l'habitude d'apprentissage qui est liée évidemment à ce qu'ils ont toujours eu l'habitude de faire, hein, donc à ce que nous aussi, on leur propose comme enseignants, elle joue énormément. Donc, si on fait des changements dans la manière d'enseigner, évidemment, on est obligé de le faire avec ce passage à distance, cette continuité. Il y a un véritable accompagnement à faire pour essayer de, comment dire, leur expliquer pourquoi on fait les choses, ce qu'on attend d'eux, un peu la charge de travail. Enfin, ça a l'air un peu idiot, on est dans l'enseignement supérieur, mais je pense que pour les premières années, c'est important. Alors, il y a une question sur le chat concernant l'hétérogénéité des profils étudiants dans les groupes. Ils disent que bon, les habitudes d'apprentissage sont très souvent variées. Comment proposer une offre d'apprentissage la plus adaptée au plus grand nombre? Je dois répondre. Bah, si quelqu'un a une réponse. Comment est-ce qu'on peut tenir compte justement de cette variété des En fait, c'est toujours un peu l'idée d'essayer de mieux les connaître. Alors, on peut faire des activités pour les connaître. Ça veut dire, bon, évidemment, vous voyez WooClap, là, on a des outils de sondage qu'on n'avait pas forcément avant ou qu'on n'utilisait pas avant, parce qu'ils existaient, mais on ne les utilisait pas. Donc, moi aussi, ce que je fais, mais c'est quand on est responsable d'un programme, moi, je reçois chaque étudiant, pourtant j'ai de la charge de travail, hein, chaque nouveau qui s'inscrit dans mon programme, je le reçois personnellement. Donc, pour les connaître et connaître un petit peu leur projet. Sur un cours de 60 personnes au bachelor, ce que je fais aussi, mais c'est un cours d'éducation des adultes, je leur donne l'occasion de faire un témoignage sur leur propre parcours de formation et puis je les lis, je leur donne un petit feedback qualitatif. Donc, on peut, à travers des activités, essayer de les connaître. Puis une autre façon de faire, c'est d'offrir, donc c'est cette liberté, hein, de choix qui était dans les axes d'ISUP, là, hein, qui était une caractéristique des dispositifs, leur laisser le choix de faire telle ou telle activité ou de faire
telle ou telle production avec des outils de leur choix. Ça peut être seul ou en groupe ou avec un timing différent. Ils peuvent aussi se donner leur propre objectif si on a la possibilité, dans toute une série de flexibilité en fait. Ce que vous dites me fait penser à une question. En fait, qu'est-ce que vous pensez du fait d'utiliser un peu de réflexivité? On parle beaucoup de l'enseignant réflexif, mais peu de l'étudiant. Et le fait de proposer aux étudiants de réfléchir sur sur ce qu'ils ont compris, sur ce qu'ils ont, sur leur développement, sur leur évolution, est-ce que ça ne peut pas être aussi une aide pour les amener vers un peu plus de métacognition ou en tout cas une meilleure connaissance d'eux-mêmes et de leur pratique? Oui, alors, en fait, c'est une des activités que j'évoquerai tout à l'heure là, Ok, dans le comment. Peut-être donc j'y reviendrai après. oui. Il y a encore une question, là, je vois de Marine aussi. Est-il important qu'il y ait une cohérence entre enseignement euh, d'une même formation et des échanges entre les enseignants? Alors oui, ça c'est capital, surtout aujourd'hui. Hein, ça l'a toujours été, mais c'est encore plus aujourd'hui, oui. Mais centré sur l'apprentissage des étudiants, parce que ça, on fait très rarement. Si on le fait, on se centre souvent sur ce qu'on fait soi, hein, ou sur nos intérêts. Mais par contre, sur notre analyse des besoins des étudiants, c'est rare. Mieux encore, si on peut avoir des représentants étudiants dans l'équipe d'enseignants à certains moments où on discute du programme, c'est encore mieux pour pouvoir s'adapter, justement. Oui, et s'il n'y a pas cohérence et harmonisation entre les différentes enseignants d'une même équipe, il y aura une charge supplémentaire de travail pour les étudiants qui seront dispersés entre des modalités différentes Exact. et du coup, ils décrochent plus facilement en fait. Oui. Puis je Et vois aussi Antoine qui dit ouais, on impose des méthodes aux élèves et il faudrait peut-être prendre du temps pour analyser leur habitude, faire une sorte de diagnostic avec eux. Oui, évidemment, oui. Et en plus, c'est passionnant, mais c'est vrai que de nouveau, ça prend du temps. Hein, c'est clair. On a l'impression de perdre en temps, mais on gagne en efficacité en fait après. Je me permets aussi une question à l'oral. Est-ce qu'on peut imaginer que de favoriser aussi ce type de métacognition, mais pour les étudiants entre eux, c'est-à-dire peut-être organiser aussi plus de travaux en collectif, d'aider en fait vraiment le collectif et le collaboratif. Alors, pas tout le temps faire de la solidarité parce que sinon on pénalise aussi les bons étudiants qui du coup doivent avoir une charge mentale en plus d'accompagner les étudiants qui en ont le plus besoin, mais de créer aussi peut-être un peu cette forme de collaboration au niveau des étudiants. Est-ce que ça ne les aiderait pas à finalement gérer aussi cette forme d'hétérogénéité plutôt que de faire du sur-mesure en fait de masse, c'est-à-dire qu'on a un amphi de 130 étudiants, c'est délicat de faire du sur-mesure. Et il faudrait peut-être préciser le le mot mot de métacognition. métacognition. Oui, en gros, métacognition, c'est-à-dire vraiment cette idée de réfléchir à comment je réfléchis, c'est-à-dire d'être capable de verbaliser, et ça rejoint ce que disait Franck sur la réflexivité, c'est-à-dire d'être capable d'avoir conscience, en fait, de conscientiser, du coup, comment on apprend et comment les autres apprennent. Je dis ça parce que spontanément, je me rappelle aussi de mon expérience d'étudiante où parfois on apprend comme les autres apprennent parce qu'on n'a pas d'autres modèles, tout simplement. Et parce qu'on se dit que si ça marche pour eux, ça marchera pour nous. Et on peut aussi entretenir des erreurs de ce type. Et c'est intéressant peut-être justement effectivement de gagner ce temps, enfin de perdre un peu ce temps, comme tu disais Fatma, au début pour le gagner en fait sur du plus long terme, même sur toute la scolarité en fait. Il y a Hervé qui dit qu'on a peu de temps d'échange entre profs concernant l'apprentissage des élèves. Un commentaire sur la métacognition, Bernadette, ou vous pensez que ça rejoint le troisième sujet? Le micro, Bernadette. On n'a plus votre micro, Bernadette. Donc, c'est comme vous voulez au niveau du temps, parce que je n'arrive pas à voir où on en est là. Donc, si vous pensez que j'ai le temps, je peux intervenir maintenant là-dessus, sinon j'en parlerai encore un petit peu tantôt. Ouais. Alors, je vais essayer de gérer ça en bon père de famille. On ne va pas prendre de risques. Et donc, je vous laisse nous en reparler tout à l'heure dans la troisième partie. Merci. Eh bien, justement, alors,
Merci Lauriane. Voici la troisième étape. Alors, c'est comment on fait. En fait, l'idée, ce serait que pour ces webinaires, chacun puisse sortir avec au moins une bonne idée, au moins quelque chose qu'il pense pouvoir mettre en œuvre dans ses propres enseignements. Au moins, voilà, ce serait bien. C'est un peu un des objectifs. Donc, voilà, comment mettre en œuvre et avec quel genre d'organisation du travail. Lauriane. Oui. Alors, on va donc revenir à WooClap. Ce sera la troisième et dernière fois pour notre troisième et dernière question. Donc, on reprend son smartphone ou sa fenêtre de navigateur Internet. On reprend WooClap dans son moteur de recherche. Pour ceux qui se seraient déconnectés, je rappelle le code INDEQR. Et je reviens sur la page. N'hésitez pas à poser la question dans le chat si jamais vous n'avez pas accès à WooClap. Mais pour l'instant, je vois qu'il y a toujours 28 connectés sur 34. Pardon, 34 connectés et 28 qui avaient répondu. Question suivante. Je mets les étudiants en activité avec. Et vous pouvez sélectionner du coup. Oui, alors là, on a un sac de billes avec 100 billes. Et il faut répartir. Ouf. Donc, vous êtes obligé finalement de prioriser ou en tout cas de faire des choix. On a fait exprès de choisir des modalités de questions un peu différentes sur WooClap pour vous montrer les différentes fonctionnalités et types de questions que propose cet outil en fait. Il y a une question sur le chat. Sondage asynchrone, point d'interrogation, qu'est-ce donc? Alors, je ne sais plus qui a parlé de ça. Eh bien, asynchrone. Ah, pardon, dans les propositions de réponse. Oui, autant pour moi. Dans les propositions de réponse. Un sondage asynchrone, c'est comme une enquête, en fait. C'est-à-dire qu'on vous envoie un lien et vous y répondez. C'est pas pendant la classe. C'est-à-dire que vous avez le temps d'y répondre en dehors du cours. Une question donc, pour synchrone, Bernadette c'est quand on tout à est l'heure, tous ensemble. Quand elle va parler de la métacognition. Quelqu'un dit, oui, comme on est contraint en termes de nombre d'heures et de contenu à enseigner, ça paraît difficile de consacrer du temps à la métacognition. Donc, c'est pour tout à l'heure, Bernadette. Mettre en activité veut dire démarrer le cours, point d'interrogation? Non. Pas forcément. Ça veut dire faire des choses, je dirais. Oui. C'est pas évident, hein? Pour l'instant, on a 12 personnes qui ont répondu sur les 34 connectés. Alors, est-ce que WhatsApp est considéré comme un forum de discussion? Je pense que la réponse peut être faite pour moi à deux niveaux. Premier niveau, WhatsApp est un outil et donc, à ce titre, peut être utilisé. Mais le deuxième niveau, c'est de dire que, en tout cas, à l'Université catholique, on a dit on va éviter ce genre de choses qui est beaucoup trop ouverte. C'est un réseau qui n'est pas sécurisé au sens et qui est plutôt lié, comme il est plutôt lié aux aspects personnels, individuels de la vie sociale de chacun. On va éviter, nous avons choisi d'éviter de l'utiliser pour les aspects de cours. Si je peux compléter ta réponse, Franck, effectivement, en fait, WhatsApp, je ne pense pas, mais WhatsApp n'est pas un outil institutionnel, ça appartient à Facebook. Donc, faut se rappeler du coup du cadre des utilisations des données des utilisateurs de Facebook. Et WhatsApp est racheté et appartient à Facebook. Et ensuite, sur la question spécifique du forum de discussion, en fait, le principe du forum, c'est d'avoir en fait un environnement qui vous permette de naviguer dans différents espaces de conversation, de charger des documents, de répondre à des messages. Et à ce titre, du coup, ça va être
assez structuré. Sur WhatsApp, c'est un peu délicat, c'est un peu différent parce que c'est chronologique, c'est-à-dire que la dernière réponse que vous avez apportée, elle apparaît au-dessus, quel que soit le groupe dans lequel vous êtes. Et du coup, ça demande énormément de logistique, de gestion, et en termes de confidentialité, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Après, effectivement, Marine, je vois dans le chat, commente que les étudiants créent des groupes classes sur WhatsApp. Oui, parce que entre eux, ils peuvent, comme au même titre qu'ils feraient un groupe d'envoi de SMS, pour discuter entre eux, c'est peut-être effectivement plus facile, plus rapide. Mais est-ce qu'ils s'amusent à envoyer leurs documents Word ou leur PowerPoint sur WhatsApp pour travailler ou pour collaborer? Je ne suis pas sûre. Donc, c'est vraiment à voir après en fonction des besoins, et ça n'empêche pas que les deux soient compatibles aussi. On a 25 personnes qui ont répondu. Ouais. Ouais. J'allais dire que. J'affiche les résultats? Il me semble, à moins que quelqu'un soit sur le point de vite appuyer sur son bouton. Au pire des cas, elle pourra encore le faire en cours de route. OK. Alors. Ouais. Ah oui, on voit quand même. Donc je peux pas les hiérarchiser, mais du coup. Oui, ils sont dans l'ordre des propositions, mais pas dans les points. Donc, les points sont bien ici. On voit très nettement un avantage clair pour les projets. Oui. Alors là, on pourrait faire la même réflexion que tout à l'heure, Bernadette. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, mais qu'est-ce que vous entendez par projet? Alors moi, j'ai répondu en me disant, je mets mes étudiants sur des projets dans des petits groupes ils doivent sortir un livrable. Ils ont 3/4 d'heure ou ils ont 45 minutes pour faire quelque chose. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de points au projet. Mais peut-être que d'autres personnes ont pensé différemment. Oui, parce qu'on peut avoir une version très extensive du projet ou très réduite, hein, ça c'est clair. Alors, l'écart avec les challengers, j'ai envie de dire, est vraiment énorme. Hein, c'est moitié-moins. C'est-à-dire que les exercices individuels et les débats en classe sont à peu près ex aequo, 467 points et 450 points. Donc, on va dire presque une égalité sur ces modalités. Beaucoup moins de forums aussi. Oui, beaucoup moins de forums, quasiment pas de sondage asynchrone. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de phase d'interrogation vraiment des étudiants. Est-ce que je peux poser une question à Hervé qui a écrit que les projets marchent mieux à distance qu'en présence ou que les TD, etc. Je serais intéressée à avoir un commentaire là-dessus. Pourquoi? Nous, on avait des projets, mais qu'on avait déjà avant. De toute façon, c'est les mêmes types de projets. Et moi, j'ai constaté, je ne sais pas ce que tu en penses, Jarir, mais que les projets, c'est plus facile à les faire fonctionner que les cours ou les TD, quoi. On a eu moins de problèmes pour faire fonctionner, je trouve, moi. C'est des projets qu'on avait déjà, hein, c'est des projets sur 6 mois, donc. Vous voulez dire dans la situation à distance, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, au deuxième semestre l'an dernier, on avait des projets à distance et j'ai trouvé que ça n'avait pas posé trop de soucis. Alors que les TD ou les cours, bah, c'est plus difficile, quoi. Enfin, moi, j'ai ressenti comme ça. Oui, il y a aussi la difficulté parfois de tirer les vers du nez. On a tous été confrontés à ce problème de je pose une question et déjà, ce n'est pas très facile quand on n'est pas un petit peu organisé dans un amphi en présence. Mais alors, quand on est à distance, ça devient beaucoup plus complexe. Et donc, il faut employer des techniques peut-être d'animation un peu différentes. Est-ce que quelqu'un a... Je vous vois opiner du bonnet, Bernadette. Non, parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous les maîtrisez bien, parce que ce qu'on est en train de vivre est super intéressant à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment un bel exemple de possibilité de participation à distance. Donc, moi, je préférais entendre les autres participants. Il y a la question du forum aussi. Je vois qu'un participant signale qu'il y a la question de l'anonymat dans les forums qui fait que les personnes participent et le fait de poser des questions, montrer qu'on a compris sans anonymat. Après, on peut faire des forums anonymes sans problème.
je trouve que c'est un sujet qui, enfin, personnellement, j'ai l'impression que c'est quand même très lié au droit à l'erreur en général, enfin, à cette, un peu, cette approche de je peux participer et me tromper et c'est absolument pas grave dans l'enseignement en général. Pardon. C'est comme en présentiel quand on lève la main pour poser une question ou dire qu'on n'a pas. Exactement. Alors, il y a Olivier qui signale que l'encadrement à distance est un peu différent de l'encadrement qu'on peut donner en classe. C'est plus du tutorat pour lui. En classe, c'est plus de vrais échanges entre les groupes de projet. Ça change la nature de l'encadrement, le fait d'être à distance et en présence. Là, il faudrait essayer de comprendre pourquoi. À mon avis, ça dépend du type de projet. Mais parce que, oui, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu? C'est plus du tutorat individuel alors à distance, comme vous le voyez. Olivier, il est là. Ah. Olivier, un mot peut-être sur votre remarque dans sur l'encadrement chat. à distance. Il faut activer le micro aussi. Il doit t'occuper, Olivier. Alors moi, ce que je note en tout cas, c'est que quand j'étais en salle de classe, où je faisais déjà des travaux par petits groupes, je trouve que j'ai plus de liberté de parler tranquillement et eux sont plus libres de me parler. Enfin, c'est un ressenti plus que... et j'ai le sentiment qu'ils sont plus libres de me parler dans les petits canaux de travail de groupe où on est 5-6 uniquement, au moment où je suis avec eux, que quand j'étais dans la salle de classe à passer, à faire un peu l'abeille d'un sous-groupe dans un coin de la salle à un autre sous-groupe dans un coin de la salle. Parce que peut-être que c'est plus intime, entre guillemets, d'être dans le canal où on n'est que tous les 5 penchés sur notre sujet sans être gênés par le bruit ou d'autres choses autour. Ça peut jouer. Il y a Marine qui demande quels outils on utilise pour les forums. Donc, Lauriane dit à l'UCLIS, c'est Moodle. Effectivement, à l'NCPA aussi, on utilise Moodle pour ceux qui peuvent faire des forums. Pour l'INSA, pareil. Sauf si tu me corriges si ce n'est pas le cas. Alors, je vais reprendre ma casquette de gestionnaire du temps. Il est 16 heures. Donc, si on veut permettre à Bernadette de terminer son propos et puis faire une petite conclusion, je pense qu'il faut que nous avancions. Oui, alors merci beaucoup. En fait, donc la dernière partie, c'est vraiment de savoir au fond comment faire, identifier les questions à se poser pour mettre en œuvre la modalité choisie, enfin, pour en fait imaginer des activités pour les étudiants, pour supporter leur apprentissage en veillant toujours à cette charge de travail. Donc, on peut peut-être passer à la dia suivante. Donc, c'est quelles activités en présence ou synchrone, puisque maintenant, au moment où on avait imaginé, là, on n'était pas encore complètement à distance, mais maintenant, ce serait plutôt quelles activités synchrones ou asynchrones. On peut passer à la dia suivante. Alors, pour essayer de vous répondre, parce que ce n'est pas évident, plutôt que de vous donner une liste d'activités possibles, c'est de les structurer autour d'éléments centraux. Pourquoi on fait ces activités? Parce que c'est ça, au fond, l'essentiel, c'est de faire le choix d'activités qui vont être pertinentes, justement, pour faire une bonne gestion du temps et de l'énergie de chacun. Et en fait, on peut les organiser autour de 4 clés d'activation qui seront justement bien présentées dans l'ouvrage de Claire et Al Laparette dont je vous ai déjà parlé, l'ouvrage des collègues de l'Université catholique de Louvain. Il y a des activités qui vont servir surtout à impliquer l'étudiant ou l'étudiante dans l'apprentissage, c'est-à-dire à ce qu'il reconnaisse le sens de ce qu'on veut lui faire faire. Donc, qu'il accorde, au fond, qu'il comprenne pourquoi on fait les choses et qu'il fasse un lien entre le projet, l'exposé, l'exercice, le débat dans le forum
et au fond sa propre expérience et la connaissance à construire ou éventuellement des projets qu'il pourra faire dans l'avenir, son avenir professionnel. Il faut aussi, pour appliquer l'étudiant, qu'il se sente compétent. Donc, ça veut dire que les activités qu'on va lui proposer, d'une certaine manière, il doit pouvoir être capable de les faire, mais en faisant un effort. Hein, donc, c'est cette fameuse zone proximale de développement, en faisant un effort quand même pour y arriver, parce que sinon, alors, il n'apprend rien, c'est trop simple. Et puis aussi, lui laisser un pouvoir d'action. Donc, il ait l'impression, ou si possible la réalité, de pouvoir faire des choix, de pouvoir agir sur comment je fais les choses, quels objectifs je poursuis. Ça, c'est impliquer l'étudiant. Deuxième élément, susciter un apprentissage en profondeur. Ça, c'est par le choix des activités cognitives. Ça veut dire, quand on fait un débat sur un forum, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on leur propose juste de répondre à une question simple ou on leur propose justement de vraiment rentrer dans un débat? Comme on est arrivé là tout à l'heure en disant, c'est plus d'interaction, c'est moins d'interaction. Pourquoi? Pour qui? Dans quel contexte? Pourquoi est-ce qu'on répond ça, etc. Et donc vraiment d'exprimer son point de vue, de le défendre, de définir éventuellement les mots qu'on utilise, mais en construisant quelque chose de nouveau. Et puis des activités aussi métacognitives. Alors là, on va y venir. Je vais vous donner des exemples qui viennent de ce bouquin de l'UCL. C'est des activités où, en fait, la métacognition, on a dit tout à l'heure, c'est une réflexion sur sa manière d'apprendre. Mais en fait, il y a deux axes dans la métacognition. Il y a les connaissances sur comment je m'y prends. Donc, il y a je sais comment je mémorise. Je sais comment je fais une synthèse, comment je fais un résumé, comment j'applique telle méthode. Et puis, il y a le fait de le faire, c'est-à-dire je suis capable de mémoriser, de structurer mon temps, de planifier. Et ça va supposer alors de la motivation, de l'autodirection, donc de pouvoir aussi avoir un pouvoir de choix sur les objectifs qu'on se donne. Donc, il y a vraiment les deux aspects qui sont liés et on peut travailler avec les étudiants là-dessus. Je vais prendre un exemple tout de suite. Favoriser l'interaction avec l'enseignant et entre étudiants. Alors, j'ai mis augmenter la présence. Sur notre site de didactique universitaire, j'ai un petit résumé en 2 pages de la manière d'augmenter la présence à distance au niveau social, au niveau cognitif et au niveau pédagogique, en reprenant des travaux d'Annie Gézégou. Parce qu'en fait, on peut vraiment être présent en distance en travaillant sur ces axes-là. Et puis le dernier point pour les activités, c'est contextualiser, c'est-à-dire proposer des projets, proposer des cas, donc des liens avec des situations authentiques qui ont du sens. On revient au premier point. Mais ça ne suffit pas. Il faut se donner le temps à un certain moment pour supporter l'apprentissage, de prendre du recul par rapport à ce qu'on a fait et de voir quels sont les invariants. C'est quoi la méthode qu'on a utilisée qu'on va pouvoir appliquer dans un autre cas, par exemple. C'est la recontextualisation. Si on vient à mon exemple, à la dia suivante. Alors, j'ai juste pris un seul exemple sur un dispositif de type 5, de type métro, en essayant d'imaginer quelle activité on peut faire en présence, à distance, pardon, ou en synchrone ou en présence. Donc, vous voyez les petites icônes, là, on a la personne qui est à distance, elle fait plusieurs activités, elle regarde une vidéo, elle participe à un forum, elle participe à un travail de groupe, elle répond éventuellement à un questionnaire, et puis on se retrouve à un moment donné en synchrone ou dans une salle pour échanger. C'est un peu l'exemple que Marine a présenté tout à l'heure en partie. Si on vient à ma dia suivante. Alors, voilà. On a passé une dia, il me semble qu'il y a une dia, c'est juste? Bon, alors, il y a des propositions, il me semble que les activités individuelles à distance, voilà. On regarde un petit peu ce qu'on pourrait faire pour d'abord donner du sens, eh bien, permettre aux étudiants de s'informer quant aux compétences développées dans le cours. Ça a l'air idiot, mais bon. Réaliser un pré-test ou un test de prérequis pour permettre aux étudiants, donc le pré-test, c'est qu'est-ce que je sais déjà sur le sujet. Le test de prérequis, c'est quelles connaissances j'ai pour pouvoir être capable d'aborder le cours. Là, on peut le faire par une sorte de QCM, par exemple, et, ou par un questionnaire ouvert sur le pré-test, un petit texte qu'on écrit. Le pré-test, ce que je fais déjà, ça permet de donner le sentiment de compétence et de travailler là-dessus, ou de faire des liens avec des activités qu'on connaît. Le test de prérequis, c'est plutôt pour se préparer, éventuellement, si on ne connaît pas un certain nombre de choses, d'aller les revoir par soi-même.
puis prendre connaissance lors d'une activité, alors soit de regroupement ou sur une vidéo enregistrée de la présentation du cours et pouvoir poser des choix là-dessus, poser des questions ou faire des choix éventuellement, ou demander des changements sur la planification du cours. Donc, on peut poser des questions en direct là-dessus. On peut accéder à une grande variété de ressources, leur donner la possibilité d'accéder sur un Padlet, par exemple, à toute une série de ressources et certaines activités qui vont leur permettre de traiter la formation. Là, on est dans les activités cognitives, par exemple, d'analyse, de comparaison, de critique, de production à 2 ou 3 sur un thème. La réalisation d'un projet, on en a parlé, hein, donc tout le long du cours, et Olivier en a bien parlé tout à l'heure. Et puis alors pour la métacognition, justement, élaborer un carnet de bord sur ces apprentissages, éventuellement un portfolio où on reprend les activités principales qu'on a réalisées. Et puis il y a une petite idée pour la métacognition qui vient de ce bouquin qui va paraître de l'UCL, où en fait un des professeurs de l'Université catholique de Louvain demandait à ses étudiants de choisir un partenaire et d'écrire tout au long du cours à l'autre, au fond, en s'écrivant une lettre après chaque grande activité ou après chaque cours. Et ça commence par mon cher ami, ma chère amie, voici ce que j'ai retenu aujourd'hui. Voici ce qui m'a paru le plus intéressant. Voici ce que j'aimerais te partager. Et en fait, en écrivant, en faisant le récit, parfois court, parfois long, eh bien, on est amené justement à une petite réflexion sur son apprentissage. Et d'après ce collègue, d'ailleurs, dans l'ouvrage, il y a des extraits des lettres d'étudiants. C'est extraordinaire. Donc, c'est juste une petite idée pour supporter cette réflexion sur son apprentissage. Oui, évidemment, il faut que les étudiants acceptent de jouer le jeu, mais justement, cette période de confinement, peut-être ça peut être quelque chose de bien pour ne pas se sentir seul ou trop seul. Alors ça, c'est des idées d'activités individuelles à distance. Pour les regroupements, eh ben là, c'est évidemment l'idée que pendant la séance synchrone, et on ne va pas en faire de trop parce que justement, il y a la gestion du temps, mais c'est l'idée pour le moment de décontextualiser, c'est-à-dire que de donner la possibilité aux étudiants de présenter leurs travaux de groupe ou leurs travaux individuels et de ensemble essayer d'identifier c'est quoi les invariants, comment est-ce qu'on s'y est pris, quelles sont les démarches importantes qu'on peut retenir. On peut le faire à partir d'un schéma, d'une grille d'analyse, d'un modèle qu'on va construire ensemble. Alors, ça peut être effectivement en utilisant des outils comme MOOClap ou un tableau blanc sur Teams ou sur Zoom. Une autre chose qu'on peut faire pour décontextualiser, travailler plus la métacognition, mais ça prend un petit peu de temps, il faut connaître les méthodes, c'est demander aux étudiants de partager sur leur environnement personnel d'apprentissage. Et puis là, aussi sur le site de Didactique, vous verrez une petite présentation vidéo d'un docteur qui a terminé maintenant, qui a développé, de Joris Felder, qui a développé une méthode de modélisation des EPA que les étudiants peuvent, ou les enseignants peuvent utiliser pour montrer comment ils s'y sont pris pour réaliser une activité. Les outils qu'ils ont utilisés, les stratégies cognitives, les stratégies métacognitives, il y a vraiment tous les mots en fait pour le dire d'une certaine manière. Voilà, alors la dia suivante. Donc après, on peut terminer la séquence en faisant de nouveau une activité individuelle à distance. Donc, pour demander, par exemple, un court texte sur ce qu'on a appris. Dans une activité, dans un cours plus classique, on va dire, de type transmissif, on peut aussi, à la fin d'un cours, pour demander une réflexion sur ce qu'on a appris, ce qu'on appelle le one-minute paper, c'est-à-dire chacun, à la fin, au fond, écrit quelques mots et partage dans un espace, par exemple, un wiki, sur ce qu'on a retenu sur le cours. Et puis, pour l'évaluation de la performance individuelle, bon, évidemment, il y a toujours cette question d'alignement, de cohérence avec les objectifs. Et là, éventuellement, sous la forme d'une recontextualisation, ça veut dire qu'on refait l'activité sur un nouveau projet, sur un cas, sachant que maintenant, dans nos situations de passage à la distance, il semblerait que c'est plutôt conseillé de faire, non pas comme on faisait avant, c'est-à-dire un seul examen à la fin du semestre, je sais que c'est compliqué avec nos règlements, mais plutôt d'essayer, si on peut, de faire plusieurs activités d'évaluation, justement, pour maintenir aussi la motivation des étudiants et leur donner un feedback plus fréquent. On peut passer à la dia suivante. Je crois que ce sont les références. Et vous avez la référence
de ce fameux ouvrage qui va sortir. Super. Merci beaucoup. Alors, dernière étape, on va se donner un maximum de 5 minutes pour cette petite partie. Mais c'est vraiment un maximum, donc je vais regarder ma montre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a sauté aux yeux ou dont vous vous dites, voilà, toc, là je vais partir sur ce genre de choses-là. Et puis je vois que quelqu'un pose une question. Le type d'évaluation qui est recommandé, formative Oui, ou alors sommative? formative ou sommative, il faut les deux, hein. Je pense que ça, c'est la réponse assez évidente. Surtout pour le moment, il faut vraiment du formatif, un petit peu justement. Ce qu'on a fait là, si on posait des questions vraiment de connaissances sur un cours, c'est du formatif parce qu'on peut vraiment peut-être avoir même un propre diagnostic sur ce qu'on a appris, hein, en cours de route. Mais bien entendu, il faut les deux. Donc, effectivement, si possible, pour le moment, augmenter le formatif, mais bien sûr, le sommatif, on en aura toujours besoin. J'ai utilisé une technique, j'utilise encore. L'idée, c'est que je demande aux étudiants à chaque séance de remplir un carnet réflexif où ils me mettent ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont découvert, ce qui les a intéressés. Mais ce n'est pas pour moi, en fait, c'est pour eux. Et l'idée, c'est qu'ils en fassent une analyse à la fin. L'examen final, en fait, c'est un travail d'analyse de leur document, du document qu'ils ont rempli tout au long du semestre. Et je me demandais si, moi personnellement, j'ai trouvé que j'avais des retours, mes examens c'était intéressant de voir certains qui étaient capables de faire ce trajet-là. Mais bon, je me dis maintenant en autocritique qu'il faudrait que je les accompagne un peu plus pour obtenir quelque chose de plus profond en termes d'apprentissage sur soi-même. Mais Euh, Juste une chose, moi je trouve intéressant, mais en fait, quelque part, moi je trouve qu'il ne faut pas l'imposer. Je m'explique. Il y a des personnes qui sont plutôt orientées sur eux-mêmes pour apprendre, ce qu'on appelle une orientation interne, et puis il y en a qui sont orientés plutôt externes, donc qui vont plutôt privilégier d'avoir des feedbacks d'autres personnes ou de prendre des idées d'autres, etc. Et donc moi, je ne l'imposerai jamais. C'est-à-dire, dans mes propres formations, je demande, comme je forme des enseignants, je leur dis, vous devez au moins l'avoir vécu une fois. Donc ça, je leur impose, je leur dis, c'est comme à Bruxelles, une fois. Mais après, vous faites comme vous voulez, c'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de continuer. Et donc, parce que ce n'est pas forcément une approche qui est adaptée à tout le monde. Il y a un deuxième élément, c'est que cette démarche de mise en récit, elle répond à un besoin dans un moment d'apprentissage. Si vous allez lire l'ouvrage d'Étienne Bourgeois qui s'appelle Le désir d'apprendre, je vous invite aussi à aller le lire, 2018, Presse universitaire de France. Il décrit vraiment un parcours de développement, de construction personnelle, hein, au niveau de tout un parcours, hein. Il parle de thèse de doctorat ou d'apprentissage d'un métier. Et puis ce moment de réflexivité, c'est un moment du développement. Mais il n'est pas présent dans les 2 premières étapes d'apprentissage, en fait, celles qu'on gère beaucoup dans nos cours. Et donc, c'est vraiment, il faut ressentir cette envie de faire le récit. Et donc, donner l'occasion, mais pas l'imposer. j'entends. Merci. Alors, euh, hop. Pardon. Jean-Christophe nous dit qu'il aime bien cette idée de calepin. Oui, et juste avant, moins structuré, des petites restitutions fin de cours limitées à 10 minutes. D'accord. Parole libre. D'accord. Bon, est-ce que vous voyez peut-être pour terminer sur cette dernière période, des propositions, des suggestions, des choses que vous souhaiteriez partager? Quelque chose qui vous aura sauté aux yeux, paru intéressant cet après-midi?
Bon, Il y a une question qui revient souvent quand je discute avec les enseignants. Ils me disent des fois, ben, comment est-ce que je fais pour recréer de la relation à distance? Il y en a pour qui c'est très compliqué. Donc, je ne sais pas si ça peut être quelque chose qui est partagé avec les participants, mais c'est vrai que la distance, pour certains, peut être compliquée à gérer et qu'ils ont du mal à retrouver de la relation avec les étudiants. Moi, personnellement, je trouve que ce qui est important, c'est comme un peu aussi avec les collègues, c'est vraiment prendre le temps au début d'une séance, vraiment de se poser, c'est-à-dire un peu de se poser et de vérifier que tout le monde est bien là, de leur demander d'allumer les caméras, enfin d'ouvrir les caméras donc pour les voir. Évidemment, ici, pas les micros comme on a ici. Donc, pouvoir vraiment voir les étudiants, même s'ils sont nombreux ou nombreuses. Et d'avoir ce petit temps simplement où on fait une petite activité, simplement lever la main pour voir si vous êtes bien là, etc. Ou faire comme un petit test là, ou un petit question sur WooClap ou sur un outil du même type, où on leur demande de dire qu'est-ce qu'ils savent déjà sur leur cours, qu'est-ce qui les intéresserait, etc., comme ce qu'on a fait dans cette séance. Donc, c'est vraiment créer un échange, essayer de les appeler par leur prénom. On a les noms maintenant, c'est plus facile que dans une salle. On a les noms, hein, on peut leur dire voilà, Franck, Christelle, Hervé, etc. On peut les appeler par leur nom. Et donc, au fond, faire l'effort de leur montrer qu'on sait qu'ils sont là, quoi, quelque part. Et d'une certaine manière, moi, je trouve que ça marche assez bien. Alors, il y a un participant qui nous dit que c'est délicat d'exiger la caméra quand ils sont dans leur espace personnel, les étudiants. Juste, vous pouvez leur conseiller de choisir. Donc, sur nos systèmes Zoom ou Teams, on peut choisir l'arrière-fond. d'écran. On peut choisir un fond d'écran comique, pas comique, un truc blanc, et du coup, on voit que la tête de la personne, quoi. Donc, moi, je pense qu'on peut leur demander, oui. Ouais. Mais bon, peut-être certains ne seront pas d'accord avec moi. Hein. Ouais. J'ajouterais juste en complément que pour la webcam, pour les participants, en fait, ce qui peut être sympa pour les étudiants, c'est de les prévenir à l'avance, en fait, juste que vous allez leur demander d'utiliser la webcam. Parce que souvent, ce qui est le plus dur, c'est d'être pris un peu au dépourvu. Parfois, on se dit qu'on va démarrer le cours en étant un peu spectateur. À partir du moment où vous les avertissez, vous leur dites, voilà, on va allumer la webcam, ils ont la marge de se dire, bon, je vais essayer de trouver un coin plus sympa où je vais me mettre plutôt dans telle pièce, où je vais faire attention à ce que je porte. Et donc, du coup, on les prend un peu moins au dépourvu et ça peut déjà aussi enlever certains freins à l'allumage de la webcam. Juste une question, dans Zoom, on peut choisir son fond d'écran aussi, non? Oui, oui. Oui, on peut. Hein? Oui, on peut. Mais vous avez raison, c'est très bien de prévenir à l'avance. Et normalement, si les étudiants ont leur webcam allumée, ils sont obligés d'être plus concentrés. Oui. C'est un choix de participer à un cours quand même. Hein. Donc, moi, je pense que alors, sauf si vous dites, moi, je fais une conférence un peu comme si je m'enregistrais et l'interaction n'est pas importante. Hein, ça, c'est autre chose. Il y a Laurence qui dit qu'elle laisse plus de liberté à ses étudiants. Elle va proposer 2 à 3 activités au choix présentes dans ses activités synchrones. Oui, c'est une façon de recréer par rapport à cette idée de liberté, en fait, souvent les enseignants, ils ont peur, ils disent que déjà à distance, je perds le contrôle sur mes étudiants et leurs activités. Encore plus si je leur donne le choix, je pense que si on leur fait confiance, ils vont nous surprendre par des idées récentes, des démarches, des modalités auxquelles nous, enseignants, on n'a pas pensé. Donc, au contraire, c'est constructif et c'est enrichissant. C'est important. Peut-être je voulais juste rajouter, parce que c'est quelque chose d'important, on peut aussi réduire la durée. C'est-à-dire que parfois, effectivement, ça peut être très long pour les étudiants d'avoir cette vidéo, etc., d'être plus concentrés. Donc, ce qu'on peut faire, on peut se permettre de réduire la durée normale du cours, mais tout en leur demandant une participation plus grande. Alors, Antoine qui nous dit que c'est intéressant pour plutôt des enseignements sur le long terme. Lui fait des interventions plus ponctuelles et ça rend difficile l'aspect asynchrone, diagnostic des pratiques et projets. Voilà ce qu'il nous dit.
Alors, écoutez, voilà, on arrive au moment que je m'étais fixé pour mettre un terme à cette troisième partie, pour basculer vers une conclusion. Alors, Donc, eh ben, écoute, je vais reprendre la main pour la conclusion. L'idée, c'était de conclure pour avoir une perspective de poursuivre les réflexions là, qui ont été initiées avec la présence de Bernadette Charlier, qu'on remercie vraiment pour tous les apports qu'elle a fait, et notamment grâce à l'accompagnement pédagogique que l'on propose dans nos établissements, que ce soit à l'UCLI, à l'INSA ou à l'NTPE. Il y a des cellules d'appui pédagogique et on reste à votre disposition pour pouvoir continuer ce travail de réflexion autour de l'enseignement à distance et approfondir certains points qui vous paraissent intéressants pour votre enseignement et votre contexte, parce que l'idée, c'est vraiment d'adapter à son contexte d'enseignement. Et comme le disait Bernadette, il n'y a pas une solution qui peut s'appliquer de partout et qu'il faut aller piocher dans les différents éléments qu'elle a mis en lumière pour nous, pour voir comment dans son enseignement on peut l'adapter. Ensuite, comment poursuivre? Eh ben, c'est le cycle des webinaires. Là, vous avez dû avoir la communication par vos cellules d'appui pédagogique sur les différents webinaires qui ont été programmés à l'image de celui-ci. Il y aura d'autres invités, par exemple Marcel Lebrun, qui va lui centrer plus son discours sur les méthodes d'apprentissage, mais ça rejoint les activités le 19 novembre, donc la semaine prochaine. Qui d'ailleurs passe le bonjour à Bernadette. Oui. Ils se connaissent. Ensuite, il y aura un webinaire plus sur la scénarisation, puisqu'on voit que c'est important de scénariser, de pouvoir introduire des moments différents de distance et de présence et avec des activités variées. Et là, on a invité Denis Berthiaume, qui est actuellement au Canada et qui nous parlera de comment scénariser dans un contexte de multimodalité. On aura Françoise Doc de l'Université catholique de Louvain qui viendra nous parler d'encadrement et accompagnement des étudiants. On en a beaucoup parlé, mais elle ira un peu plus en profondeur sur cet aspect-là. C'est comment finalement engager les étudiants et garder le lien avec eux malgré la distance dont on parlait tout à l'heure. Et puis Amaury Vidal qui viendra lui sur les interactions, dire comment est-ce qu'on peut prévoir des interactions intéressantes avec les étudiants et quelles activités il peut nous proposer pour cela. Amaury, il est en Suisse, dans une haute école de pédagogie. L'HEP Vaud. L'HEP Vaud, voilà, du canton de Vaud. Et puis, il y aura d'autres webinaires, des web rendez-vous, en fait, qu'on a appelé, c'est plus des retours d'expérience autour, toujours de la formation à distance, mais appliquée aux sciences humaines et sociales, puisqu'il y a une demande, parce que souvent, les enseignants en sciences humaines et sociales disent, oui, la distance, c'est plus compliqué pour nous dans notre contexte, et on l'entend, parce que toutes les disciplines ont leurs particularités. Et les sciences sociales ou le management sont des disciplines aussi qui réinterrogent différemment la distance. Il y aura également un web rendez-vous sur les TP. On n'a pas beaucoup parlé, mais effectivement, la question des TP, comment est-ce qu'on fait des TP à distance ou hybride, ou alors est-ce qu'on ne peut pas faire de TP du tout? La question souvent se pose. Certaines disciplines, certains enseignants, certaines disciplines nous disent, nous, les TP, on ne peut pas les faire à distance. Et puis, la question de l'évaluation, on en a un peu parlé, mais là, on ira plus en profondeur sur l'évaluation des apprentissages au second semestre. Voilà pour le programme, pour poursuivre la réflexion. Sinon, on vous propose un forum. On en a parlé tout à l'heure sous forme avec l'outil Padlet, pour le coup. Là, on a utilisé Padlet pour reprendre tous les échanges qui ont eu lieu et puis les approfondir. Donc, ce forum fonctionnera que si vous acceptez d'y contribuer, de poser des questions et de partager des expériences comme vous l'avez fait dans le chat. Mais là, en asynchrone, et ce qui permettra de pouvoir se répondre entre enseignants. Et puis nous également, on pourra faire des apports sur les questions que vous poserez ou sur les retours d'expérience que vous ferez. Et on va mettre aussi à disposition des synthèses et des ressources, toujours sur Padlet aussi. Là, on va essayer de synthétiser ce qui s'est dit pendant le webinaire. Et on mettra les ressources qui ont été préparées par Bernadette pour les mettre à disposition de tous les participants. Et puis de ceux qui ne sont pas venus, qui voudraient avoir ces informations, ils seront les bienvenus également. Donc ça, on va vous envoyer des liens. Fatma, elle va nous… Voilà, je vous ai mis le lien de Padlet sur le chat déjà. Voilà, et on vous les renverra si besoin par mail, hein. Il n'y a pas de souci. Alors, pardon, Fatma, j'ai pris un peu d'avance du coup, j'ai copié-collé les deux liens. Ah ok, il y a les deux fois. Il y a aussi le lien des ressources, mais du coup, reconnectez-vous, d'ici quelques temps, le temps qu'on recharge, nous, le support, en fait, simplement sur le Padlet des ressources.
Voilà, parce que les ressources, pour l'instant, on n'a pas eu le temps encore de contribuer là-dessus. On a mis la structure, la coquille, mais maintenant, il faut qu'on l'alimente avec les échanges qu'on a eus. Par contre, le forum, il est prêt à interagir. On va le laisser peut-être 1 à 2 semaines après le webinaire, mais pas tellement plus. L'idée, c'est de poursuivre un peu la réflexion et puis après de le clore. On vous remercie tous pour votre participation à ces échanges, avoir vraiment collaboré à que ce web rendez-vous soit très participatif. Vous avez mis une petite citation qu'on trouvait un peu emblématique de ce qui s'est passé là avec le confinement, sur le fait développer de la formation à distance revient parfois à construire un avion en plein vol, et on espère qu'on aura pu à le faire, qu'on pourra un petit peu anticiper et pas être obligé de découvrir des choses comme ça, aussi de façon aussi radicale, avec surtout le premier confinement qui a été vécu de façon très difficile par certains enseignants, hein. Et puis par nous aussi, les services support. On vous propose aussi un questionnaire de satisfaction sur le webinaire. Ça nous permettra d'avoir votre retour sur ce format et voir comment on peut l'améliorer pour répondre le mieux à vos questions et créer des lieux d'échange entre enseignants. C'est important. Il est sur le chat aussi. Des contextes actuels. Oui, il est sur le chat. Vraiment, merci beaucoup à tous et merci pour votre participation. Et merci Bernadette aussi. Et Bernadette, c'était top, vraiment. Ouais, merci. Très dense, merci beaucoup. Fluide. Merci, j'ai beaucoup aimé en tout cas moi. Super. Donc j'espère que ça me donne envie de participer aux autres comme participante, mais ça on verra si c'est possible. Si vous m'invitez, volontiers si j'ai le temps, parce que franchement, en plus, toutes vos idées sont intéressantes, c'est vraiment réconfortant. Alors bravo, merci à vous tous les participants. Merci. Merci beaucoup.